que tu mamá está en el campo, negrito. Ma tante a le parfum de ma mère sur sa peau. Ce sont les mots de mon invité de cette escale d'aujourd'hui. Eva Garcia, bonjour. Bonjour Jeanne. Je suis très heureuse de vous recevoir à cette escale de Jeanne. Moi aussi, merci en plus Jeanne de m'accueillir dans ce décor en plein Paris, mais avec ces fleurs ruisselantes sur les murs et puis ces petits croisillons sur les fenêtres. Ça vous rappelle un peu... Les chaises en fer forgé, c'est vraiment le sud. Nous sommes en Méditerranée. Voilà, nous allons faire ce voyage ensemble. Merci. C'est un plaisir. Eva, je souhaite parler parce que quelque part, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'été andalou, aux éditions MVO, je crois. Oui. Dans cet été andalou, ce n'est pas une histoire comme ça. Vous avez écrit ce livre un peu comme une thérapie, je vais dire pour ceux qui vont nous écouter. Vous repartez vers la terre-mère, parce que bien sûr vous êtes française, mais vous êtes espagnole, donc vous repartez à Malaga sans votre mère, qui d'habitude vous accompagne, et c'est le premier voyage seul. Oui. Donc, racontez-moi un peu comment est né ce livre et le retour après, parce que quand même, je crois comprendre que vous avez commencé à écrire le livre après la mort de votre maman. Oui, c'est cela, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ma mère, à laquelle j'étais très attachée, est partie extrêmement brutalement, enfin très brutalement. Oui. Et nous avions l'habitude, puisque c'était sa terre natale et j'allais en vacances beaucoup en Andalousie, à Malaga, nous avions l'habitude de partir chaque année en été, sur ces terres andalouses. Et là, ma mère meurt. Je n'arrive plus à partir là-bas. Je n'arrive plus à partir là-bas. Je suis vraiment bloquée là-dessus avec ce chagrin si lourd à porter. Et je me suis dit, puisque je n'arrive pas à partir là-bas, et je me suis souvenue de mon amour des mots et des lettres, parce que ça, c'est depuis l'enfance. Oui. Je vous en parlerai si on a un petit moment, mais je me suis dit, je vais l'écrire, ce voyage. Je vais l'écrire. Et donc, j'ai commencé les premières pages à Lyon, voilà, chez moi. Et puis, très vite, j'ai pu prendre mon billet d'avion et je suis partie. Et le voyage commence. Et c'est donc un carnet de voyage. En Andalousie, je vous emmène avec moi faire ce voyage. Donc, ça a commencé, vous ne pouviez pas prendre le billet d'avion avant d'avoir commencé à écrire. Ah oui, j'ai écrit, j'ai imaginé le voyage parce que j'en avais, voilà, mais je l'ai imaginé seule pour m'aider à pouvoir partir. Autrement, je n'arrivais pas. Alors, pour revenir à l'histoire, vous habitiez à côté de votre maman, sans que ce soit du tout, je le précise, ni une exigence de votre mère, ni rien du tout, qui était parfaitement autonome, etc. Mais vous habitiez à côté et vous aviez besoin vous-même de cette affection. Oui, ma mère était une femme vraiment extraordinaire. On a eu avec mes frères, sous nos yeux, un être de bonté, de générosité, de gentillesse, plein de bienveillance. Alors ce n'était pas une mère poule envahissante, pas du tout. Elle voulait que nous prenions chacun notre chemin et que nous suivions tout à fait nos désirs. Et elle nous accompagnait sur ce chemin-là. Et c'était une femme à la fois qui avait une noblesse d'âme, une allure très élégante. Elle travaillait en haute couture, elle avait avec 3 bouts de tissu, elle avait une prestance, je l'admirais beaucoup. Et puis en même temps, cette gentillesse, cette douceur qui fait d'elle vraiment un être extrêmement précieux, extrêmement précieux. Donc c'était très difficile pour moi de me couper de cette relation magnifique. Parce qu'en réalité, dans cette escale, il y a 2 temps. Il y a le temps où il y a eu toute cette vie avec votre mère, avec l'affection, en étant toutes les deux indépendantes à tous les points de vue. Et puis des projets communs aussi. Et puis il y a le retour sans. C'est un peu ça. Le livre, il est comme ça. Tout à fait. Je crois qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est avant le départ de votre mère ou après, il y avait un homme dans votre vie, Eva. Oui. Il est parti peu après que ma mère soit décédée, ce qui a été pour moi un choc d'une violence très, très forte, parce que nous avions... qui était avec vous, le monde se décompose d'un coup. Ah, le monde s'est écroulé pour moi, c'est-à-dire que je suis une femme rieuse, sociable, j'avais une vie très très heureuse, un métier que j'adorais, ces 2 piliers essentiels pour moi, à la fois l'affection de ma mère et cet amour
délicieux. Il a duré combien, avec cet amour? 22 ans. Et avec lui, nous avions une relation ensemble, une complicité sur à tout point de vue, une sensorialité, une sensualité, parce que vous avez, une intelligence. Sensuelle, justement. Oui, c'est important pour moi. Nous sommes des êtres de sens, de chair, de peau, de beauté, de gentillesse aussi. Donc, et nous partagions tout cela ensemble. Et c'est vrai que le fait qu'il m'ait, je vais dire abandonné, je vais dire le mot, peu après que ma mère soit décédée, ça a été un double choc pour moi. Je me suis retrouvée d'une vie si heureuse, sincèrement, ma vie a éclaté. J'étais dans un brouillard, je ne voyais pas où j'allais, je ne savais pas où j'allais. J'ai mes amis, j'ai mes frères, ma famille autour évidemment, mais mes deux piliers sont partis en même temps pratiquement. Donc il a fallu que je me reconstruise. Et j'étais confrontée à cette solitude que je ne connaissais pas du tout. Et je pense à toutes les personnes seules. Il faut penser à elles, parce que c'est terrible la solitude, quand elle vous prend comme ça. Voilà. C'est terrible, moi je ne connaissais pas ça, et je l'ai vécu, même très entourée par mes amis, j'ai des amis adorables, et mes frères, et mes neveux, mes nièces. Quand même. C'est une solitude, oui, parce que ce chemin-là, il faut le vivre seul. Il faut se reconstruire seul, on n'a pas d'autre choix. Et comment on se reconstruit? Jeanne, écoutez, je vais vous dire... Au début, c'est le grand chagrin quand même. Ah oui, pendant un an et demi, j'ai pleuré tous les jours. J'ai pleuré ce double abandon. J'ose le dire avec sincérité, tous les jours. Et même si j'avais mon amie, je remercie mon amie Corinne, qui m'appelait tous les jours. Elle avait sa maman qui avait l'Alzheimer, mais elle avait son travail, mais elle écoutait mes pleurs au quotidien, et vraiment elle m'a beaucoup soutenue. D'autres amis, Jacqueline, Monique, enfin voilà, c'est très important l'amitié, et c'est ça qui vous permet aussi de vous remettre sur les rails. Mais Jeanne, je me suis souvenue que j'avais la passion des mots. Depuis l'enfance, depuis toute petite, j'adorais les mots, je ne les connaissais pas, je ne savais pas quelle était leur signification. Et puis, mais j'aimais déjà leur architecture, leur musicalité, leurs ondulations. Et je les collectionnais sur un petit cahier. Et voilà. Et je me suis souvenue de ce goût des mots et de mon amour de l'écriture. J'ai toujours écrit, plus ou moins. Et donc, un jour, c'était 1 an et demi après le décès de ma mère, l'anniversaire de ma nièce, Caroline, le 18 novembre. Et à ce moment-là, les mots me viennent. Et des poèmes me viennent, mais sans cesse. C'est-à-dire qu'ils arrivent au galop, je ne les recherche pas. Ils arrivent au galop, les mots, les phrases arrivent les unes derrière les autres, avec leur musicalité, leur rythme, leur rime aussi, même si c'est pas très moderne actuellement avec la poésie contemporaine. Et c'est une vague qui arrive, elle me traverse, je récolte l'écume très très rapidement. Je prends mon téléphone, j'enregistre parce qu'autrement je ne sais pas. Donc c'était une thérapie en fait. Ce qui est venu, c'est-à-dire quelque chose m'a relié peut-être au ciel, je ne sais pas ce qu'il y a. Et alors j'ai écrit 400 poèmes, mais c'était jour et nuit, c'est-à-dire que avec beaucoup de beauté aussi. Non, il y a le chagrin, mais il y a aussi beaucoup de beauté. L'amour de la nature que j'adore, et on en parlera si vous voulez. Et donc je me suis mis à écrire, et finalement je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon chemin, et c'est là. Et vous avez trouvé ce que pouvait compenser l'abandon. Oui, voilà, j'ai trouvé un autre sens à ma vie. Voilà, à travers l'écriture. Et vous étiez quand même à nouveau maîtresse. Parce que et elle m'a porté cette écriture. Et je lui ai fait un poème en disant, je ne suis plus seule grâce à l'écriture. Et la force est extraordinaire. C'est le pouvoir de l'écriture. Paolo Coelho disait, le pouvoir des mots. Et que lorsqu'on écrit sur une page blanche, on y met son âme aussi. On y met son âme, et puis on se guérit quelque part, je crois. Et puis je crois que c'est une confidence que vous ne pouviez faire qu'au papier, en quelque sorte. Oui. C'était... Je voyageais dans mon monde intérieur, si vous voulez, dans toutes mes planètes, dans l'univers, mon univers intérieur, et c'est ainsi que je l'ai exprimé. Au début de l'été andalou, vous écrivez « Ce roman est né à Malaga. Son encre vient de la mer. » La mer, c'est aussi pour vous important. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez commencé, comme vous l'avez dit, à écrire, et puis vous êtes parti. Mais il vous fallait, quelque part, on sait l'affection qui vous attendait là-bas, surtout que vous reveniez sans votre maman. Mais en même temps, vous aviez besoin, vous, de revenir par palier, comme quelqu'un qui a plongé très bas
et qui remonte. Oui, voilà, c'est ça. Et vous aviez peur de cette affection d'un seul coup, tout entière, qu'elle vous prenne de dépourvu. Pourtant, c'est beau l'affection. Alors, ce voyage sans bagage, votre arrivée à Malaga, les couleurs, la lumière. Racontez-moi ça. Oui. Alors donc, moi j'arrive, je suis heureuse de pouvoir faire ce voyage quand même, d'avoir eu ce courage pour moi, parce que j'étais vraiment effondrée, j'avais très peu d'énergie, mais j'y vais, j'arrive. Et puis, bien sûr, je vois ma tante et mon oncle, qui sont des êtres d'affection. Ma tante qui est la sœur jumelle de ma mère. C'est elle qui a l'odeur de votre mère. Ah oui, elle a la même peau que ma mère. Ma mère, elle avait une peau extrêmement douce. Quand j'étais petite, je lui prenais le bras et je sentais cette peau de soie et toute la douceur du monde était là. On était protégés. Et ma tante, si je lui prends le bras, c'est la même sensation. Alors ce n'est pas ma mère. Oui. Je n'ai plus de mère. Oui. Ma tante, c'est ma tante, même si elle se ressemble beaucoup. Mais j'ai une affection pour ma tante. Voilà. Alors ils m'ont accueillie avec leurs bras ouverts, leur cœur ouvert. Donc vous êtes arrivé quelque part. Ah oui, vraiment, dans leur chaleur. L'abandon était un peu éloigné. Voilà, c'est cela. Et puis cette terre andalouse qui me saute aux yeux. Cet éclat, cette lumière vive, ces couleurs, cette sensualité, ces arbres qui sont des plantes, ces plantes qui deviennent des arbres, c'est plutôt l'inverse. Cette espèce d'arrogance de l'Andalousie. Oui. Et presque trop, c'est presque trop cette pétillance, cette vie, ce foisonnement de joie, parce que les Andalous, c'est un peuple brillant, plein d'énergie, plein d'allégresse, c'est communicatif en même temps, c'est contagieux. C'est audacieux contre la mort. Voilà, alors ça vous prend dans les veines, ça vous porte. Moi j'ai été portée. En même temps, des fois c'était un peu trop, parce que moi j'étais dans mon chagrin. Quand même. Vous êtes partie combien de temps? Je suis partie 4 mois. Oui. Je suis partie 4 mois. C'était encore chaud. Et je suis partie 4 mois et j'ai écrit ce livre, 4 mois face à la mer. Alors vous me disiez la mer, Jeanne. Alors j'ai une passion pour la mer depuis l'enfance. C'est-à-dire que quand j'arrivais quelque part en Méditerranée ou peu importe, en Italie, dans le sud de la France, je disais toujours « emmenez-moi au bord de la mer ». J'ai l'impression d'arriver enfin au bout du monde. Voilà, cette frontière entre la terre et l'eau, et l'horizon, ce ciel qui est ouvert, qui est là, qui est magnifique, c'est un tableau extraordinaire à chaque fois. Je suis très sensible à la peinture, je ne sais pas peindre. Justement, dans votre livre, ce sont des tableaux, voilà. Parce qu'on passe des tableaux, alors soit des paysages, quand vous parlez des paysages, soit au contraire des paysages avec des gens. Parce que vous parlez de ces trains où tout le monde parle en même temps, vous parlez de ces cafés où on se parle d'une table à l'autre. Et vous parlez des paysages, tous ces paysages lumineux, colorés. Alors, c'est vrai que je ne sais pas peindre, Jeanne, mais j'ai l'impression, humblement, que peut-être je peins avec mes mots. Et ce livre qui est un carnet de voyage poétique, ce livre peut-être c'est une suite, une succession de petits tableaux, une exposition de peinture. Parce que je suis beaucoup venue à Paris grâce au TGV depuis Lyon, voir des expositions de peinture, alors que ce soit Matisse, Monet, les impressionnistes, Picasso, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et j'ai toujours eu une émotion extrêmement forte. Même si les gens sont différents, ça m'enrichit. Et moi, ça a beaucoup enrichi, si j'ose dire, mon écriture. Et voilà, je peins quand j'écris. Je crois que c'est ça que je fais. Je trouve que tout ce que vous me dites est très beau, c'est certainement pour vous quelque chose de très important, mais quelque part, nous restons dans ce livre, parce que je l'ai lu, bien sûr. Nous restons autour du départ de votre maman et de ce qui arrive après, mais qui arrive avec elle présente tout le temps. Et je souhaitais parler justement de cette affection filiale qui n'est pas celle qui, au contraire, prend les enfants en otage, ou bien on est obligé, etc. Mais en même temps, cette affection, c'est l'enfant qui est grand et qui en manque de sa mère. Oui, oui. Je vous dis, ma mère était vraiment un être délicieux et c'était pour moi mon guide. Oui. Parce que c'était une femme extrêmement brillante, intelligente. Elle anticipait beaucoup elle anticipait beaucoup, effectivement, et donc ce qui pouvait se passer. Et cette finesse-là,
moi j'avais ce regard, je voyais son regard et je voyais comme elle voyait les choses et ça me plaisait parce que je le ressentais très fort, cette sensorialité si vous voulez. Et donc je remercie quelque part le ciel de l'avoir rencontrée finalement, cette maman-là, d'avoir suivi ses pas sans qu'elle le veuille. C'est beau quand même parce que comme on a beaucoup qui ont des problèmes plutôt au contraire, des mamans qui ne sont pas spécialement aimantes, qui sont absentes. Vous nous racontez l'histoire d'une maman extraordinaire, qu'on n'aurait jamais voulu que ça finisse. Oui, non, et puis elle était très très jeune, très moderne, même elle est partie à 82 ans, mais on aurait dit qu'elle avait 70 ans, elle était toujours très dynamique. Elle est partie en 1 mois et demi, Jeanne. Oui, c'est pour ça a été un choc assez brutal, je ne m'attendais pas. Vous savez, dans votre livre, j'avais l'impression tout le temps de revoir, tout à fait différemment bien sûr, un des films de Carlos Saura, et il y avait une chanson, cette chanson Porque te vas, qui a 2 sens, que vous nous expliquerez vous-même. Porque te vas, ça a 2 sens. Oui, ça a 2 sens, Porque te vas. Ça veut dire à la fois parce que tu pars, et donc, bon maman, parce que tu es partie, parce que tu pars et parce que c'est la vie. Parce que, bien sûr, les enfants et les grands-enfants que nous sommes, nous perdons nos parents, même si nous sommes toujours les enfants de nos parents. Oui. Mais en même temps, Porque te vas, ça veut dire aussi pourquoi tu pars. Oui. Et c'est peut-être la phrase la question que je pose à l'être aimé, à cet homme avec qui nous avons eu cette passion amoureuse quand même qui a duré 22 ans et voilà. Mais je ne retiens que le beau, que le positif de cette relation. Vous avez un caractère, je vous connais un peu, très affectueux, très tendre. Et en même temps, vous avez besoin aussi d'être entouré de tendresse, d'affection. Aujourd'hui, vous êtes, bien sûr, vous avez repris votre vie, vous êtes une femme complètement, je dirais, vous avez su vous refragmenter, mais on reste amputé un petit peu de tout ce qu'on a connu, parce que vous avez 2 abandons quand même. Ça vous revient de temps en temps? Ah oui, Jeanne, ces 2 abandons, ces 2 tsunamis, hein, pour moi, en tous les cas, avec ma sensibilité, je l'ai vécu ainsi. Alors l'écriture, et l'écriture en particulier de ce livre, c'est comme un fil d'or qui vous a recousu. Petit mot par petit mot, petit point par petit point, finalement, a recousu ces profondes blessures dans mon âme. Les cicatrices restent évidemment, mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec et puis on avance. Alors, une maman, un papa, je dirais c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est dans l'ordre des choses qu'il part. Mais perdre au bout de 22 ans un compagnon, c'est une chose compliquée. On se remet comment on recommence à regarder sa vie, les autres, une histoire amoureuse qui pourrait arriver. Est-ce qu'on a besoin d'un temps d'adaptation au départ déjà? Oui, on a besoin d'un temps assez long, Jeanne, oui. Parce que, d'abord, parce que cet amour a duré très longtemps. C'est une vie de femme. Bien sûr. Cet amour, c'est un départ quand même, même si lui a pensé qu'il partait d'une façon assez douce, facile, mais pour moi pas du tout. Et en plus, il est parti avec une femme beaucoup plus jeune, c'est-à-dire 30 ans de moins quand même. Voilà. Je pense que c'est la peur des hommes de vieillir. Là, j'aborde un autre sujet. Voilà. C'est intéressant parce qu'on ne peut pas les consoler de ça. Non, on ne peut pas les consoler de ça. C'est inévitable. Et en fait, voilà, c'est comme si nous, en tant que femmes, à un moment donné, on avait comme une date de péremption, quelque part. Mais non, pas du tout. Et je veux dire à ces hommes-là qu'ils se trompent, parce qu'au contraire, on a encore plus de sensualité, plus de choses à donner encore, parce qu'il y a toute l'histoire qui a été tissée ensemble. Et vous imaginez repartir dans une histoire, bien sûr, j'espère. Ah, moi, je suis une femme amoureuse, quand même. Enfin, je veux dire, j'aime être amoureuse, le sentiment amoureux, et j'aime cet échange, bien sûr, cet échange. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même perdu confiance, Jeanne. J'avais vraiment confiance dans cet homme qui était assez extraordinaire aussi. Il a vraiment des qualités humaines. Je ne veux pas du tout, comment dire, l'accabler. Non, pas du tout. Je garde la beauté de ce qu'on a vécu. On venait beaucoup à Paris. Et toute cette culture parisienne aussi, c'est lui qui me l'a montré.
Il était médecin, il venait à ses colloques, moi j'allais à mes expositions de peinture, on en parlait après. Et puis voilà, l'Opéra Garnier, j'ai vu par exemple, il m'a emmené à l'opéra, on a vu Don Giovanni, j'allais... Quand vous revenez à Paris, vous pensez toujours à lui? Oui. C'est des souvenirs qui sont là, bien sûr. On allait au Café de Flore, on allait chez Lippe, on allait dans tous ces endroits magnifiques et extrêmement culturels en fait. Je voulais vous demander, Eva, vous avez, si jamais, je dis les choses un peu comme ça, si cet homme, au lieu de partir, vous avez dit « j'ai besoin d'aller habiter loin », et votre maman était toujours vivante, qu'est-ce que vous auriez fait comme choix? C'est difficile. Jeanne, c'est une question difficile, oui. Parce que je l'adorais, cet homme, comme il m'adorait aussi, je le sais. Et il me l'a prouvé très souvent. Mais je dois dire que l'affection de ma mère, elle était au-dessus de tout. Il faut dire que ma mère, elle a été heureuse dans son enfance à Malaga. On n'a pas abordé ce sujet, mais elle était l'aînée d'une fratrie de 6 enfants, donc sœur jumelle avec ma tante. Et mon grand-père travaillait comme chef comptable dans une fabrique d'huile d'olive. Et ma grand-mère, elle avait une épicerie, et donc une épicerie, mais qui vendait de tout. Donc, dans le quartier, c'était un peu les notables. Voilà. Donc, ils ont manqué de rien. Et et à l'époque, bien sûr, c'était le franquisme. Hein, donc, le franquisme a quand même eu beaucoup de pauvreté, surtout en Andalousie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père est décédé à 42 ans d'une leucémie foudroyante. Donc, ma maman avait 15 ans. Et elle voulait faire des grandes études parce qu'elle adorait cela. Mais ma grand-mère avait 6 enfants et elle ne pouvait pas se permettre de payer les études à l'une et pas aux autres. Donc elle en a envoyé certains, elle a acheté une maison vers Barcelone parce que c'était là où il y avait du travail et elle les a envoyés là-bas. Et ma mère, à 15 ans, elle devait travailler dans une usine, elle portait des bouteilles de verre avec ses petites mains d'enfant et voilà, elle a été très très courageuse toute sa vie. Bon, elle a appris la couture, elle a travaillé en haute couture, elle était très douée de ses mains, toutes ces petites mains de haute couture, ce sont des artistes. Je voudrais leur rendre hommage. D'ailleurs, bientôt, je vais faire une interview avec une dame qui a travaillé sur ça. Vraiment, les grands couturiers, ce sont des créateurs, des artistes, c'est eux qui dessinent, qui choisissent les tissus. C'est extraordinaire. Mais les petites mains, ce sont elles qui font les œuvres d'art. Et ma mère, elle faisait cela. Et j'ai eu sous mes yeux ce raffinement, ces soirées, toute ma vie. Enfin, voilà. Et donc... Elle a réussi là-dessus, si vous voulez, mais elle a beaucoup souffert. Et mon père était un homme assez sombre. Il a souffert de la guerre de Franco. Son père a été en prison. Franco leur a tout enlevé. Donc, mon père, le pauvre, il s'est construit comme il a pu. C'est un poète aussi. Il écrivait et ma mère aussi écrivait. Et c'est marrant, voilà, je suis cette filiation aussi d'écriture. Ils avaient cette sensibilité tous les deux, voilà. Mais ma mère, c'est ça, elle a porté la fratrie, on est 4 frères et sœurs, 3 frères. Mes frères, ce sont des scientifiques. J'ai un frère qui est à la retraite, mais qui était médecin, qui a voyagé dans le monde entier, un autre qui est cadre informatique, qui est musicien aussi, qui fait de la guitare, qui fait du piano. Vous êtes tous un peu... artiste et dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est votre maman qui a surtout mis cette empreinte de fantaisie. Oui, et puis mon 3e frère aussi, qui lui est ingénieur, directeur ingénieur d'une grande maison aussi, américaine, qui fait beaucoup de vélo. Lui, c'est un grand sportif, voilà. Et avec mes frères, on est très unis, mais chacun, bien sûr, a sa vie. On est là, on s'appuie mutuellement. Des parents humbles, mais qui avaient de vraies et de belles valeurs. C'est une escale pleine d'amour. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Je reviens sur la première nuit à Malaga. Une fois que tout le monde vous a reçu, on vous a embrassé. Et puis la nuit. C'était comment la première nuit? La nuit, j'avais heureusement la chance. Ma tante me prêtait, elle a plusieurs appartements à Malaga. Et donc elle m'a prêté un appartement où nous y allions avec ma mère. Qui est juste face à la mer. Face à la mer. Et donc, je me mettais sur la terrasse et je regardais ce ciel étoilé andalou. Et ça vous a fait du bien cette nuit pour vous reprendre. Et j'entendais ce murmure des vagues qui est très présent.
comme une petite musique, comme une méditation aussi, voilà, qui me remplissait. Mais évidemment, ce vide, il était là, Jeanne. Et je pleurais aussi de son absence, bien sûr, bien sûr. Vous avez écrit dans Un été andalou, et puis il y a ce sable qui, quand le vent se lève, vous crible de balles invisibles. Est-ce que vous êtes toujours criblée de balles invisibles, Eva? Non, je ne suis plus criblée de balles invisibles. J'ai encore les impacts, Jeanne. Oui. Parce que ce chagrin, on le porte en nous, même si on s'est reconstruit. En tous les cas, c'est ma façon à moi, peut-être parce que je suis quelqu'un de très sensible, effectivement. Je le vis de cette manière. Peut-être quelqu'un d'autre l'aurait vécu différemment. Mais on accepte, on accepte. On accepte. Ouais, ouais. Eva, il est d'usage de faire question-réponse. Oui. On va le faire. Andalousie. Joie de vivre. Maman. Amour. Devoir. Responsabilité. Dramaturgie de la vie. Perte. Compagnon. Sensualité. Il est d'usage aussi de chanter, lire, danser. Vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire là, maintenant? Lire? Je vais vous lire un petit extrait si vous voulez, très court, très court. Oui, prenez votre temps. Vous savez, nous sommes dans une conversation et je vous sens très émue et moi aussi je suis émue parce que comme vous, je vois un peu, je connais bien sûr Malaga, l'Andalousie, bien sûr est inutile, ça n'a pas de sens, mais c'est quand même des terres joyeuses, heureuses, luxuriantes, de lumière, de tout, voilà. Et de son, c'est très sonore. Ah, c'est très bruyant, Oui, c'est oui. très musical, Oui, oui. C'est vrai. Mais ça vous prend. C'est formidable. J'ai écrit que quand l'Andalousie vous prend par la main, elle ne la lâche plus. Alors parlez-nous de votre Andalousie, Alors, dans cet été andalou. je ne sais pas, j'en ai trouvé plusieurs, mais... Lequel vous va le plus pour nous parler, pour nous lire? Écoutez, peut-être, comme vous me demandiez... comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivée? Oui, voilà. ça Je suis arrivée beaucoup, avec voilà. l'avion, j'ai vu mon oncle et ma tante, on a pris la voiture. Oui. Et voilà ce que j'ai écrit. La voiture démarre et roule dans l'azur. Je m'enroule avec elle, mon âme autour des roues, la mer autour des roues, le vertige du paysage, les palmiers qui ondulent, la force des plantes dans cette Andalousie qui deviennent des fleurs, dans cette sève qui bourgeonne d'amour. L'horizon cuivré s'estompe et devient un tableau. L'eau court sur la plage dans les ballons dorés que les enfants ramassent. Les parasols zébrés sont comme des arcs-en-ciel déroulés sur le sable. Ils rêvent d'infini, les voilà rassasiés. C'est beau, c'est très beau. Aujourd'hui, vous imaginez votre vie au point de vue écriture. Il y a un livre, il y a des projets en cours. Oui, oui, j'ai beaucoup de projets dans ce domaine. Jeanne, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Alors, il faut que j'en élabore beaucoup quand même. Et je vous dis, les poèmes arrivent de façon, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai l'impression que je ne suis qu'un petit scribe qui les écrit. Et je les découvre quand je les relis. Donc, je crois que je me dois de les partager. Donc là, j'espère que je trouverai, c'est plus difficile, hein, oui, bien sûr. J'espère que je trouverai un éditeur pour ce recueil de poésie que je vais monter, parce que je les ai toutes. Il suffit que je vois un petit peu voilà, la vague avec laquelle je veux que ce recueil soit fait. Paraisse un jour. Vous avez écrit aussi ailleurs, je crois, non? Oui, oui. Et alors, ce premier livre, Un été andalou, il a été donc publié à Compte d'éditeur, je tiens à signaler. Oui. Je remercie Marc Vandamme et Marie Liébard, mes éditeurs. Ce sont eux qui m'ont repéré sur Facebook. J'avais mis 2-3 petites pages comme ça. Il y avait aussi une autre maison d'édition qui voulait m'éditer. Voilà, donc j'étais... Pour moi, quand je l'ai su, sincèrement, je me suis mise à pleurer. Parce que c'était... je ne savais pas si ça allait être un livre. Je ne savais pas ce que j'avais écrit. Finalement, je l'ai écrit. Ce carnet de voyage, j'ai écrit au bord de la mer. La mer qui m'a prêté son encre, sa beauté, sa force. Tous les jours, pendant 4 mois, j'ai écrit au bord de la mer. C'est très important. Et c'est pour ça que je dis que ce livre, je l'ai écrit avec l'encre de la mer.
Alors ces projets, c'est ce recueil de poésie. Et puis j'ai commencé un autre roman poétique que je vais poursuivre. Je repars 4 mois à partir de septembre à nouveau en Andalousie. Oui. Et la pure fiction, l'histoire de 2 enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Et voilà, il leur est arrivé quelque chose de merveilleux. Et c'est toujours... j'écris dans la nature. Il faut que je sois dehors, il faut que j'ai les sens en éveil, la peau, les odeurs, les parfums, les murmures, voilà. Vous avez écrit avant dans un collectif quelconque? J'ai écrit, oui, chez Jacques Flamand Éditeur, voilà, à 4 reprises, Jeanne, oui. Il m'a fait ce cadeau aussi, Jacques Flamand, je le remercie, notamment Faits divers. Oui. C'est le journal intime, moi je le conseille, de 50 femmes. C'est magnifique. 50 femmes, 50 couleurs différentes, 50 façons de voir les choses. Au même moment, le passage d'une année de 2021 à 22, ou je ne sais plus, oui, c'est cela. C'est la période des fêtes. Voilà, la période des fêtes. Voilà. Et il fallait qu'on se raconte notre journal intime sur ces 20 jours. Et je remercie toutes mes co-autrices parce qu'on était sur le même radeau. Qu'est-ce que vous avez raconté? Parce que moi, je vous ai lu, c'est à vous de le dire. Oui. Eh bien, écoutez, Jeanne, à ce moment-là, voilà, on allait partir avec mes frères. Moi, je rentrais juste d'Andalousie. Oui. De ces 4 mois. Et puis, j'allais partir avec mes frères et ma cousine d'Italie aussi, que j'adore, qui est comme une sœur. Et donc, on partait à la montagne, à Valloire. Et donc, je devais écrire ce journal intime à ce moment-là. Voilà. Donc, la première semaine a été écrite là-dessus. Mais juste avant, j'ai vu mon compagnon donc, qui m'a annoncé qu'il partait avec une femme de 30 ans de moins. Donc, je suis partie avec finalement une deuxième rupture en moi. Parce que je pensais que j'allais peut-être qu'il était parti, mais qu'il allait revenir. Et là, je savais que voilà, pour moi, c'était terminé. Hein. C'est ce que vous aviez raconté. Et donc, j'avais un petit peu cette... Vous étiez entre 2 territoires, comme cette fin d'année, justement. Oui, j'étais entre... Que demandait Jacques Flamand à toutes ces femmes. Tout à fait. Passer d'un territoire à l'autre. Tout à fait. Parce que quand même, quand on passe une année, c'est une année incertaine. Et je l'écris en même temps dans cette joie familiale, oui. Dans cette effervescence à nouveau, décidément, et en même temps dans ce fait que je savais la cause du départ de mon compagnon quand même, hein, et qui était quand même très difficile pour une femme, une femme un petit peu plus mûre, disons. C'est douloureux d'accepter ça. Je vous dis, c'est quand même si une claque. Comme si une claque, c'est comme si on n'avait plus notre féminité, comme si finalement... Enfin, c'est assez douloureux quand même. Oui. Voilà, bon, écoutez, et vous n'allez pas écrire sur cette période de cette histoire de cette femme, parce que vous êtes quand même très jeune, vous avez la vie devant vous, mais en même temps, c'est se rendre compte que on peut ne pas rester la préférence, en quelque sorte. Oui, et ça, je l'accepte. Sans du tout l'accabler, hein, pas du tout. Non, je l'accepte. Je comprends. On peut aimer vraiment. Et moi aussi, ça aurait pu m'arriver. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a ce coup d'amour qui vous arrive ailleurs. On n'est pas à l'abri, Oui, mais c'est dur pour celui qui reste. C'est dur plutôt pour celui qui reste, mais c'est dur aussi parce que, vous savez, la vie, quand on tisse autant de choses, autant de souvenirs, de choses en commun, et vraiment de s'épauler mutuellement, cette bienveillance mutuelle, et cette sensorialité et tout cela, parce qu'on a construit de très très belles choses ensemble. On se demande, mais comment il peut oublier tout ça d'un seul coup? D'ailleurs, je lui dis, mais tu es devenue amnésique de la femme que je suis, je lui ai dit, Jeanne. Voilà. C'est l'Andalouse. Non, mais c'est l'Andalouse qui parle. C'est pas comme ça qu'on est sur l'Andalouse, voyons. Quand même. Le temps nous oblige, hélas. Mais j'ai beaucoup aimé ce direct avec vous, Eva. J'avais l'impression d'être en terre méditerranéenne, en terre d'Andalousie, et en même temps, il y a tout. Il y a l'affection, il y a les mots, il y a la joie, il y a la douceur de la voix, et en même temps, beaucoup de choses. Mais je garde de vous quand même l'image d'une femme qui a fait un voyage de douceur, de bruit et de lumière, mais c'est un voyage qu'elle a habillé. Elle a habillé, je l'avais écrit, je crois, d'un écriteau où c'est écrit « Voyage d'enfants non accompagnés ». Et sur cet écriteau, on peut lire « Un été andalou ». C'est comme une étoffe dans laquelle se drape une orpheline qui n'ose pas vraiment à son âge revendiquer la peine qui va avec le mot, parce que c'est comme ça. On est de grands orphelins, moi aussi j'ai perdu mes parents très tard, donc on reste orphelin de ça. Et c'est un peu cela, Eva. Eva, le bateau va partir.
Cet été andalou, je conseille à tout le monde de le lire aux éditions NVO parce que c'est vraiment, on est pris par les bruits, tout ça. Vous me chanteriez quelque chose pour le départ du bateau? Alors Jeanne, je ne suis pas vraiment chanteuse, mais pour vous faire plaisir, alors peut-être une berceuse que ma mère nous chantait à mes frères et à moi-même, l'une des berceuses, quand on était petits, parce qu'elle chantait très bien. Et figurez-vous, j'ai découvert il y a très très récemment que cette berceuse, c'est le poète, chanteur et guitariste Atahualpa Yupanqui, qui n'est plus de ce monde, qui était argentin, et qui l'avait reprise. Et il se trouve que mon mémoire de maîtrise de littérature, je l'ai fait sur cet artiste. C'est fou. Et c'était un vieil homme, et il m'a accueilli à Paris, chez lui, très gentiment un moment. Et puis après, nous avions déjeuné ensemble pour que mon mémoire de maîtrise soit encore plus, plein de cette rencontre. Et moi, les échanges et les rencontres humaines, c'est très important pour moi. Pour vous. Alors cette chanson, cette berceuse, elle faisait comme ça. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. C'est très beau, vous êtes très ému en la chantant. Je sais votre façon, votre affection, tout le monde le dit, votre bienveillance. Vous êtes pétri d'affection. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et cet été andalou, c'est vraiment un voyage. Et j'espère que vous referez beaucoup de voyages, Eva. Merci, et que la vie s'ouvrira énormément encore. Et je vous remercie infiniment. Merci, le bateau va Jeanne. partir, mais il a trouvé beaucoup de choses dans cette escale. On a fait escale chez Eva, à Malaga. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Jeanne, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. C'était l'escale de Jeanne, donc, avec Eva Garcia. Et l'été andalou qui ne nous a pas quittés. Voilà. Merci. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.